Nous avons le plaisir de recevoir un jeune Martiniquais, designer industriel, Jean-Marc Bullet, qui travaille entre la Chine et la Martinique. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Donc vous êtes âgé de 41 ans et vous pensez qu'avec le design, on peut changer le monde. Oui, c'est ça, oui. Donc Jean-Marc, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Eh bien, alors, je vis à la Martinique depuis que je suis rentré de mes études depuis 2012. Et en 2012, donc, j'ai fait deux choses. La première, c'était de créer mon agence, Bullet Associés. Et la deuxième, c'était d'enseigner au Campus Caribéen des Arts en tant que designer, donc pour former des étudiants qui au bac+3, bac+5. Et à quel moment l'art et le design sont rentrés dans votre vie? Très tôt, du moins très tôt. Je pense que j'avais envie de faire du design automobile. C'est ce que j'avais envie de faire. C'est ce qui m'a mené au design en général. Quand j'étais en cinquième, donc je devais avoir 12 ou 13 ans. Et puis j'ai pris, donc au collège, j'ai pris une option en plastique. Et puis ensuite, ça m'a mené à l'IRAV, donc qui est devenu aussi le Campus Caribéen des Arts. Donc j'étais à l'époque étudiant là-bas. Et puis voilà, donc après, j'ai suivi un cursus de design au campus et après dans d'autres écoles en métropole. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos parents et de votre jeunesse? Qui était le petit Jean-Marc? Ben en fait, j'ai grandi à la campagne Joséphine, à la rivière aussi. Du moins, j'ai des souvenirs d'aller à la rivière avec mes cousins, on allait pêcher des écrevisses, aller à la chasse aussi. Je crois que c'est les souvenirs les plus marquants parce que en fait, c'est le fait d'être en pleine forêt en fait. Et, euh, et d'ailleurs, par rapport à mes parents, ce qui aussi m'a marqué, et avec le recul, c'est que par exemple, ma mère, elle a travaillé à la mairie de Fort-de-France et aussi à la CACEM. Et en fait, j'ai une image d'une maman qui était en talons aiguilles une bonne partie de sa journée. Et puis quand elle revenait, elle était en botte et puis elle était en train de couper des arbres, en train de planter, etc. Et c'est ces deux images-là que j'ai gardées. Donc voilà, et puis pour mon père, c'est quelqu'un qui était un soudeur, donc aussi à la mairie de Fort-de-France, et donc en fait, dans mon travail, je crois que j'ai gardé aussi ça, c'est-à-dire un amour pour les plantes et puis une passion pour pouvoir construire des choses. D'accord. Donc vos deux parents étaient fonctionnaires. Ouais. Et vous aviez donc une prédestination à être fonctionnaire? Ben non, pas forcément. Je crois que non, pas du tout même, parce que je crois que ce que mes parents voulaient, c'est de me donner la liberté en fait, de faire ce que je voulais. Donc je pense que comme beaucoup de parents d'ailleurs. Donc ils m'ont poussé à faire des études le plus loin que j'avais envie de faire, et puis et après avoir le choix. Donc, voilà. Donc vous rêviez petit de fabriquer des objets, de créer des espaces pour agir sur le monde? Ben, en fait, je crois que d'abord, je rêvais de dessiner des choses qui me plaisaient et les voir se réaliser. Donc ça, c'est ce qui me passionnait. Et puis en fait, de fil en aiguille, ben, lorsqu'on fait ses études de design, on se rend compte qu'il il y a des enjeux économiques, des enjeux environnementaux, et que en fait, ce qu'on dessine, ce qu'on fabrique a un impact dans la société. Donc voilà, c'est en grandissant qu'on a conscience de ça. Et à quel moment ça vient? Je crois que c'est surtout à l'école avec les autres, les échanges avec les autres. J'ai beaucoup appris avec mes camarades parce qu'en fait, pas forcément avec les profs, bien sûr, mais c'est souvent autour d'un verre dans un bar qu'on discutait. On discutait très longtemps, des fois toute la nuit, et puis ça nous questionnait sur nos pratiques. On adorait ça. Donc vous rêviez à autre chose, à faire différemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, en fait, j'ai toujours rêvé de faire différemment, en tout cas de faire mes créations. Et après, on se rend compte que même ces créations peuvent avoir un impact, euh, pas seulement esthétique, mais aussi sur l'environnement et puis sur l'économie. Et donc, du coup, on a envie de faire toujours mieux, quoi. Donc pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, votre travail est un trait d'union entre design et paysage et Mhm, nature. mhm.
donc, dans lesquels vous traitez aussi bien des questions écologiques que sociales. Est-ce que la passion de vos parents pour la nature vous a influencé? Justement, vous aviez cette image de votre mère en rentrant du travail, Ouais. qui enfilait ses bottes pour aller dans le jardin. Oui, ben, en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que dans toute ma famille, du côté de ma mère en tout cas, c'était culturel en fait. Que mes grands-parents, surtout ma grand-mère que j'ai connue, a été agricultrice. J'ai un oncle qui est agriculteur et puis je me rendais compte que ben, lorsqu'on faisait des repas de famille, ben, les gens ils parlent des plantes en fait. Donc c'est pas seulement ma mère, c'est pas seulement la passion d'une personne, mais c'est qu'en fait il y a toute une génération en fait qui venait de la terre, qui avait cette passion pour la terre et puis et en fait je pense que ça a des influences sur moi. Voilà. Une autre de votre passion, c'est aussi l'histoire. Vous vous Oui. intéressez beaucoup à l'histoire et à Oui. l'identité. Oui, oui. Ben, en fait, ça aussi, c'est en grandissant. Et puis, je me suis posé des questions sur mon identité, sur aussi le pays dans lequel on se trouve. Et puis, j'ai eu aussi la chance de rencontrer Aimé Césaire il y a quelques années, bien avant qu'il... Et en fait, il m'a dit une chose, il m'a dit le combat continue. Et c'est marrant parce que à l'époque, je me suis demandé mais qu'est-ce qu'il me raconte? Quoi il parle? De quel combat il parle? Et ça m'avait travaillé. J'avais pas beaucoup lu ses livres à l'époque. Et puis donc en fait j'étais allé le voir pour qu'il puisse me signer. En fait c'est mon père qui m'avait emmené le voir pour signer un autographe, pour signer un de ses bouquins. Et donc du coup je me suis dit bon quand même il faut que je m'y mette quand même pour aller lire ses bouquins. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un aspect de notre pays que je ne connaissais pas. Et voilà, et après, j'ai continué à... J'ai vraiment fait des recherches là-dessus, en fait. Et puis, je me suis dit, ben voilà, il y a plein d'écrivains qui donnent leur vision de la Martinique. Pourquoi pas un designer? Et donc? Et donc, ma vision de la Martinique? Oui, tout à fait. En fait, j'avais écrit un mémoire à la fin de mon cursus de design qui s'appelait Design en territoire rhizomique et une autre partie qui s'appelle Territoire bricolé. Et en fait, je crois que ça résume assez bien la manière dont je vois ce pays et je crois que plus concrètement, en fait, il y a beaucoup d'enjeux qui sont, en fait, pour moi, c'est un concentré des enjeux de la planète. Lorsqu'on regarde notre pays, il y a des enjeux environnementaux comme les sargasses, la chlordécone, il y a des enjeux sociaux, on a un hôpital qui est en crise, etc. Donc, en fait, moi, à mon niveau, c'est comment, en fait, en tant que designer, apporter des solutions. Parce que bien sûr, un peu comme tout le monde, on n'a pas forcément 10 millions d'euros et peut-être que même les millions d'euros ne sont pas la réponse. Et je pense que l'un de nos plus gros défis, c'est apprendre à travailler ensemble. Ça, c'est vraiment ce que j'ai appris en design. Et en fait, il y a des outils qui existent, mais il y a aussi, avant les outils, il faut beaucoup d'empathie. Et en fait, c'est un travail de tous les jours. Donc, je pense que le design peut contribuer à injecter plus d'empathie dans la société. D'accord. Concrètement, donc de l'empathie. Oui, c'est-à-dire de l'empathie, c'est-à-dire vraiment cette capacité de se mettre à la place de l'autre, de comprendre les autres. Et puis, ça, pour moi, déjà, c'est une base. Et après, la cultiver. Parce que c'est facile de dire ça, mais après, comment on le cultive tous les jours pour que ça marche, quoi. Et je me suis rendu compte que, par exemple, il y a dans des administrations, il y a vraiment des difficultés relationnelles. Alors, chacun essaie de faire des efforts de son côté, mais que ce soit à tous les niveaux, hein, que ce soit le manager, que les gens qui sont les agents. Les agents, voilà. Et, mais en fait, il n'y a pas de cohésion globale, en fait.
C'est-à-dire chacun essaie de faire un effort de son côté, mais il n'y a pas forcément un mouvement global. Et l'un de mes rêves, c'est que, par exemple, quand je fais des formations en design auprès des agents territoriaux, alors il y a une belle énergie, on travaille pendant 3 jours, on est à fond. Et puis ensuite, quand ils retournent à leur poste, l'énergie se perd. C'est un peu normal aussi, hein, parce que par exemple, sur 10 agents de même service, il y en a 1 ou 2 qui vont venir à cette formation, et puis ils ont du mal à communiquer cette énergie et cet esprit design aux autres. Et donc, il faut accepter que ça prenne du temps, mais il faut aussi trouver des solutions pour que tout un service puisse ensemble changer leur manière de faire. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner, parce que pour ceux qui ne connaissent pas du tout le design, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret? Du design? Alors, par exemple, j'ai eu à faire un travail avec la CACEM sur... donc, en fait, pour resituer les choses, la CACEM a créé un service... comment dire? Design et proximité par rapport à l'usager. Et donc, du coup, ils m'ont demandé de faire une enquête sur comment on pourrait numériser, digitaliser leurs services. Et donc, ils avaient un service en particulier par lequel ils voulaient commencer, c'est le service de ramassage des déchets verts. Et donc, en fait, ce qu'ils voulaient faire, c'est... Alors, aujourd'hui, les déchets verts, il faut appeler pour demander une benne. La benne arrive chez le particulier. Et donc, du coup... alors, la première benne est gratuite, la deuxième benne est payante. Et en fait, ils voulaient simplement digitaliser ça. Donc, le particulier serait allé sur Internet, fait sa demande de benne, et voilà. Donc, ils m'ont demandé d'aller voir les usagers, on a choisi des usagers ensemble, et de faire une enquête, de les questionner pour savoir ce dont ils avaient besoin. Et c'est un travail hyper intéressant parce qu'on s'est rendu compte que les usagers ne voulaient pas... Bien sûr, ils trouvaient intéressant d'avoir ce service numérique, mais ne voulaient pas supprimer le service par téléphone et le contact physique. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez des particuliers qui sont des personnes âgées et qui vivent seules. Oui. Et donc, ils avaient besoin de ce contact. Ils avaient besoin de ce contact-là. Deuxième chose, c'est qu'on s'est aperçu que les bennes, il y a des personnes qui nous ont dit, mais la deuxième benne, moi j'ai souvent besoin d'une deuxième benne, elle est payante et je n'ai pas forcément les moyens. Pourquoi, et ça c'est venu vraiment de l'idée des usagers, pourquoi vous ne feriez pas des bennes partagées? Donc par exemple entre voisins, et chacun paye la moitié du prix de la benne. Et le service a trouvé ça hyper intéressant. Alors, par rapport à ce que je disais sur le fait de travailler ensemble au sein du service, là effectivement, donc, ce qui était vraiment bien, c'est que la personne qui m'a missionné pour ce travail, elle était vraiment habitée, vraiment convaincue par le design thinking. Et je crois que c'est ça qui est important aussi. C'est-à-dire que c'est avoir dans chaque service, dans chaque administration, dans chaque entreprise en Martinique, d'avoir quelqu'un qui soit habité par cette chose-là. Faire différemment. Oui, et voilà. Questionner effectivement les personnes qui sont les receveurs. Exactement. Oui, oui et puis, alors, pas seulement les questionner, mais se mettre dans une position qu'ils peuvent aussi co-concevoir, en fait. C'est vraiment aussi des concepteurs du service. Tout à fait. Donc, ça peut influencer le monde, le bien design sûr, thinking. Bien sûr. Oui, plus que jamais. Donc, vous avez été, justement, par rapport à votre travail, récompensé plusieurs fois à Paris, puis en Allemagne. Oui. Et vous avez réalisé des jardins, notamment à Strasbourg, à Mulhouse. Oui. Vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous y attendiez déjà concernant ces récompenses et de quoi il s'agissait? Oui. Est-ce que je m'y attendais? Non. Je m'y attends jamais de toute façon. Non, parce qu'en fait, les concours, c'est des concours qui sont ouverts à tous. Il y a beaucoup de gens qui participent et puis c'est comme une bouteille à la mer qu'on jette. Hein. Ensuite, en quoi ça consistait? Alors, l'un des premiers concours que j'ai fait, c'est le jardin à Strasbourg. Et donc, c'est un concours pour la création d'un jardin éphémère
à Strasbourg et qui devait célébrer le lien entre Strasbourg et Kehl. Kehl étant une ville allemande qui est limitrophe à Strasbourg. Et donc, du coup, moi, ce que j'avais fait, en fait, pour ce jardin, c'était un jardin qui... parce qu'en fait, entre Kehl et Strasbourg, vous avez le Rhin qui passe. Et j'avais imaginé que, je m'étais posé la question, quand le Rhin déborde, parce que ça arrive qu'il déborde, qu'il sorte de son lit, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais imaginé que, quand il sort de son lit, après qu'il revient à son état initial, il reste des flaques d'eau dans laquelle il y a de la vie, il y a des poissons, il y a des choses, et que les pêcheurs venaient pêcher dans ces flaques-là. Et donc, du coup, j'avais fait un système de bambou, de tiges de bambou, donc c'est exactement, ça me rappelait en fait mon enfance aussi, et auquel étaient accrochés des paniers, des potagers en fait. Des potagers, donc les paniers étaient tressés, et dans ces paniers-là, il y avait des potagers, donc de la salade, des tomates, etc. Et donc, il y avait un parcours au sein de cet espace où les gens pouvaient déambuler dans le jardin. Donc voilà. Le deuxième projet, c'était le projet à Mulhouse. Donc là, et ça m'a aussi orienté dans ce que j'avais envie de faire, c'est que Mulhouse, c'est une ville industrielle, une ville textile. Et en fait, là où j'ai fait le jardin, à Vesserlin, il y avait une ancienne usine qui avait fermé, qui était désaffectée. Et donc, en fait, le Vesserlin voulait se reconvertir en ville de jardin. Et donc, il nous avait demandé de faire un jardin. Et nous, on avait fait quelque chose de complètement décalé. On avait imaginé que les habitants de Vesserlin, surtout les enfants, ils n'avaient pas forcément l'occasion d'aller à la plage. Et on avait imaginé faire une sorte de mini-plage comme jardin. Et en fait, les carrés cultivés, on avait imaginé que c'était des draps de bain, en fait. Mmh. Donc, c'était tissé, mais par des fleurs. Et en fait, oui, pourquoi ça m'a particulièrement intéressé? Parce que je me suis rendu compte que le contexte était hyper important lorsqu'on travaille. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille sur un lieu, un peu comme font les architectes ou les urbanistes, il y a des traces déjà qui existent. Il y a le lieu a une identité, a une histoire, et qu'en fait, le designer, il doit. En tout cas, le designer, s'adapter à l'environnement. Voilà. Pas seulement s'adapter, mais faire avec, c'est-à-dire prendre ces traces-là et créer quelque chose avec, pour qu'on n'ait pas un projet qui soit complètement détaché du territoire. Voilà. Donc je suppose que dans votre tête, il y a plein de projets émergents pour la Martinique. Ah, en fait, oui, il y a des projets, mais moi je fonctionne souvent avec le contexte et la contrainte. C'est-à-dire que, par exemple, je peux avoir des idées, mais souvent, si ces idées-là sont, on va dire, entre guillemets, souvent à côté de la plaque. Pourquoi? Parce qu'en fait, si j'ai pas des... Vous savez, quand vous faites un projet de design, il y a des parties prenantes. Et ces parties prenantes-là, ils ont des besoins. Si vous ne répondez pas à ces besoins, vous ne faites pas un bon projet, ce n'est pas un bon projet de design. Donc, souvent, oui, comme tout le monde, je peux avoir des idées, mais là où mes idées sont les meilleures, c'est quand je prends en compte le contexte, en fait. Et quand je fais avec le contexte. Et dans ce contexte, ce n'est pas seulement l'histoire, les traces dont j'ai parlé, mais c'est aussi les parties prenantes, les habitants, les usagers. Avec un cahier des charges bien défini. C'est ça. Donc, c'est ce qui me fait souvent réagir. Après, ça ne m'empêche pas de faire aussi des projets plus artistiques. Hein. Dernièrement, j'ai fait un projet que je n'ai pas mis encore sur mon site, mais avec l'ONF, donc l'Office national des forêts. Et en fait, donc c'était sous forme de résidence d'artistes. Et ils m'ont demandé de faire 20 mobiliers, donc en fait une gamme de 20 mobiliers en bois, donc. Et c'était vraiment très intéressant parce que il y a eu toute une étape où il a fallu comprendre les attentes des ouvriers, leurs besoins, mais aussi des usagers. Parce qu'il n'y a pas que les usagers qui viennent s'asseoir, mais il y a aussi le fait que les agents de l'ONF
il faut prendre conscience que lorsqu'ils doivent installer un banc sur les hauts de la montagne Pelée, il faut le transporter, le truc. Donc voilà, ça c'est la contrainte, ça c'est ce qui me stimule en fait. Donc, et pour autant, c'était dans le cadre d'une résidence d'artiste, donc il y a une grande part esthétique qu'il fallait ramener. D'accord, très bien. Et pour revenir en tout cas sur tout votre parcours, il y a un fil rouge qui relie toutes ces expériences. C'est lequel, selon vous? En regardant un petit peu dans le rétroviseur. Oui. Jean-Marc, oui, 2012. oui, il y a clairement un fil rouge en fait. C'est le lien avec les plantes, la nature. Effectivement, je trouve que ça revient souvent. Pourtant, je ne suis pas plus jardinier que ça, hein. Mais en fait, je pense que ça fait partie de mon ADN. Et puis je pense que c'est vraiment un intérêt pour l'histoire des choses. C'est-à-dire que je m'intéresse, j'aime beaucoup. Je me dis qu'en fait, il y a toujours derrière un objet, il y a quelque chose qui est raconté en fait. Il y a quelqu'un qui a fait cet objet, il y a quelqu'un qui a fait cette architecture. Il y a un groupe d'hommes ils ont fait cette ville. Et en fait, tout ça, c'est très riche de choses dont on peut se servir pour créer de nouvelles choses. Voilà. Et vous allez voir à chaque objet que vous avez, voir un petit peu l'antériorité, d'où ça vient, qui l'a construit, à chaque projet, c'est ça? À chaque objet, surtout. Vous parlez des objets que je fabrique ou les objets que, par exemple... Pas tout le temps. Les objets existants? Existants, oui. Non, pas tout le temps. Ça dépend. En fait, si c'est dans le cadre d'un projet et que j'en ai besoin pour faire mon projet, si, bien sûr. Après, ça peut être des objets où je suis là, ça me pose question, oui, je vais faire des recherches, mais pas souvent. Mais une chose qui est sûre, c'est que j'ai pris conscience très tôt que tout objet sur la planète a un discours, en fait, qui est créé par les hommes. Il a un discours. Donc, il ne faut pas croire que les objets sont neutres. Ils sont très loin d'être neutres, en fait. Et à partir de ça, il s'agit de faire avec, et puis d'inventer avec cette conscience-là. Il y a aussi quelque chose que vous avez produit dernièrement, je crois, c'est le jus de compost. Oui, en fait. Oui. Ah oui, c'était un projet. Alors, ça, c'est un projet, effectivement, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le fait qu'il me faut toujours une contrainte, un contexte, etc. Ça, c'est le projet qui désobéit à la règle. Parce que, en fait, c'est un projet spontané que j'ai fait, parce que, en fait, voilà, je me posais j'avais vu qu'il y avait une problématique de compostage dans le monde, de manière générale. Et puis, en fait, à ce moment-là, quand j'ai conçu ce projet, j'étais en Chine en train de travailler dans une agence où je dessinais des objets en marbre, donc ça n'avait rien à voir. Et en fait, des fois, quand je faisais mes pauses, je dessinais sur le projet. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, il y a vraiment un truc à faire parce que les composteurs qu'on voyait ne me plaisaient pas forcément. Et puis, je trouvais en lisant sur Internet les commentaires des personnes qui achetaient les composteurs, je voyais qu'il y avait vraiment une insatisfaction. Et donc, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais apporter de plus? Et j'ai vu que dans mes recherches, que le jus de compost était très nourrissant pour la plante, mais en fait, quand les systèmes qui existaient aujourd'hui des composteurs, quand le jus de compost est récupéré, il est trop concentré en fait. Donc si vous le mettez concentré comme ça pour la plante, il tue la plante. Voilà, ça tue la plante. Et donc j'ai proposé en fait un composteur qui permettait par goutte à goutte d'alimenter en fait et donc de diffuser lentement le jus de compost à la plante. Voilà. Et vous l'avez proposé? Alors, je l'ai proposé, du coup, je l'ai proposé à un concours en Allemagne. Oui, c'était le German Design Award en 2019. Et donc, du coup, ils m'ont sélectionné parmi plusieurs projets. Donc, j'ai eu un prix pour ça. Et aussi pour l'Observer du Design. L'Observer du Design à Paris. Donc, où j'ai eu aussi, il a été sélectionné. Et
et donc voilà, c'était une récompense pour ce projet-là, dont je suis très fier. Et donc voilà, je l'ai d'ailleurs récemment présenté en Martinique l'année dernière, je crois, au Patio 19. Ouais. Vous êtes quelqu'un de très humble. Remarque. Oui, oui. Oui, parce que ben, je me dis, c'est tout petit ce que je fais pour l'instant. Ben, oui, en fait, je trouve que les gens tout le monde fait tellement de choses. Les gens font tellement de choses à leur niveau, tout le monde fait tellement de choses. Et puis, même quand je fais un projet, je ne suis pas tout seul à le faire. Je me souviens, ben, le composteur, en fait, comment il a été conçu à un moment, c'est que j'étais au téléphone de Chine avec ma copine qui était en Martinique. Et en fait, je lui disais, ouais, mais qu'est-ce que tu en penses? Comment tu trouves? Après, je montrais le projet à mes amis, mes collègues chinois qui étaient dans l'agence. Et ils m'ont aussi aidé. Donc, je vois pas pourquoi je vais me dire, bah, c'est mon projet, c'est moi qui l'ai fait, etc. Bien sûr, il faut peut-être quelqu'un qui impulse, qui donne de l'énergie, qui emmène le projet, mais on n'est jamais tout seul. Donc, je pense que c'est pour ça que je suis humble, en fait. Parce que je sais très bien que un projet c'est jamais une personne qui le mène à bien. Et qu'est-ce qui a amené en fait le Martiniquais à aller en Chine, à s'installer Ah, en Chine? ah c'est une belle histoire. En fait, c'est vraiment du hasard, en fait. Et je crois que c'est peut-être une affaire d'intuition. Et pour les jeunes qui nous écoutent, je pense que ça, c'est important, ça. L'intuition. Ça, c'est vraiment subtil, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas lâcher. Parce qu'avec le temps, quand on grandit, on a tendance à le mettre de côté et tout ça. Et donc, pour répondre à la question, en fait, j'ai rencontré... donc, c'était précisément en 1999. En fait, j'ai un copain qui sort du taxi. Donc, quand j'étais à l'IRAV à l'époque, donc Campus Caribéen des Arts aujourd'hui. J'ai un copain qui sort du taxi, qui arrive à l'école, il me dit « Ouais, tu sais quoi, j'ai rencontré un Martiniquais, il parle chinois. Il me propose de nous enseigner, de m'enseigner le chinois et tout, au parc floral. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux venir? » Alors je dis « Ouais, pourquoi pas, ça a l'air sympa. » Et en fait, on était 3 à y aller. Et on a rencontré ce monsieur au parc floral. Et tous les mercredis, il nous donnait des cours gratuitement. Et en fait, c'était un monsieur qui était à la retraite, qui habitait Trinel, s'appelait monsieur Fojo, Emmanuel. Et c'était un autodidacte passionné, le gars. Il écrivait sur le franc-senti en des caractères chinois. Je me rappelle que le franc-senti était marqué de caractères toute la journée. Et en fait, au bout du compte, on était... les deux autres n'ont pas continué. Et en fait, moi, j'ai continué. Puis quand je suis arrivé à Strasbourg, j'ai pris des cours. Et aux Arts Déco de Strasbourg, il y avait un Chinois, en fait, qui était mon camarade de classe. Et puis un jour, il m'a invité, mais c'est resté un peu dans le coin de ma tête. Et dans ma coloc, c'était quelqu'un qui adorait l'Afrique, qui était déjà allé plusieurs fois en Afrique. Et elle avait mis une carte du monde dans l'appart. Et puis elle me disait, alors elle me disait, ouais, moi je suis allé là, tout ça. Et il me dit, ouais, mais toi, tu aimerais aller où? Je dis, ouais, je sais pas. Atong, il m'a invité en Chine, mais elle me fait, mais pourquoi tu vas pas? Ben non, mais je sais pas, il faut. Elle me dit, mais il faut quoi? Et du coup, elle m'a dit, mais attends, prends un billet. Et en fait, dans l'heure, je crois que j'avais pris un billet, en fait. Et puis voilà, c'était mon premier voyage en 2004. Et c'est comme ça que ça m'a pris. Donc, premier voyage en 2004, et depuis, on a eu 5 ou 6. Ouais. Voilà. Et vous avez décidé de vous installer un moment. Ouais, parce qu'en fait, j'avais envie de parler le chinois, d'apprendre la langue. Et en fait, chaque fois que j'y allais, c'était toujours 3 mois. C'était un peu court quand même. Et puis, la fois où j'y suis allé pendant 1 an, c'était en 2017. Et donc, je suis arrivé dans une agence où je parlais vraiment des petites bribes de chinois. Et puis, et en fait, dans l'agence, j'avais la chance que quasiment aucun collègue ne parlait anglais. Et donc, du coup, on était obligé de communiquer en chinois. Et j'ai fait ça pendant 1 an et j'ai beaucoup progressé, ouais. Voilà. Si vous aviez une baguette magique, Ouais. quels seraient les vœux que vous feriez pour vous, pour la Martinique, pour la jeunesse? Qu'on ait le choix.
C'est-à-dire que les Martiniquais, surtout les jeunes, aient le choix de rentrer au pays, mais aussi le choix de partir. C'est-à-dire que ce ne soit pas forcé. Ça, c'est très difficile parce que, bon, on n'est pas les seuls, hein. Il y a beaucoup de pays dans le monde où les forces économiques nous poussent à migrer. Même quand j'étais, je fais peut-être une digression, mais quand j'étais en Chine, beaucoup de Chinois ne restaient pas dans leur village, quoi. Ils étaient obligés de bouger, d'aller dans des grandes villes et puis d'habiter seuls, loin de leur famille. Et en fait, voilà, c'est un vœu, c'est peut-être utopique, mais je pense que c'est important, surtout pour nous. C'est-à-dire qu'on ait le choix Et pour avoir le choix de rester, ben, il faut que, qu'en Martinique, il y ait les structures, qu'il y ait l'économie, qu'il y ait des choses qui incitent les jeunes à rester. Mais que c'est même tout ce qu'il y aura doit aussi leur donner la curiosité de partir, en fait. Donc voilà, c'est avoir le choix. Je crois que ça, c'est important. Et peut-être que le design thinking puisse rentrer dans les administrations, dans les entreprises. Oui, alors, vous savez, il y a d'autres méthodes hein, de dire. Alors, c'est parce que c'est mon métier. J'aimerais bien, mais c'est sûr qu'il y a d'autres méthodes d'innovation pour les entreprises. Mais je crois que ce qui est intéressant avec le design, c'est que c'est une méthode qui est vraiment centrée sur l'humain, sur les besoins humains. Et je ne connais pas d'autre méthode qui met vraiment l'empathie au centre de ses préoccupations. Donc voilà. Donc ce sera le mot de la fin, Jean-Marc. En tout cas, merci pour ce joli témoignage. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ben, je sais pas. Non, mais en fait, non, je suis très heureux d'être venu. Et puis, oui, j'espère sincèrement que ça donnera envie à d'autres jeunes de faire du design. Et sachant que ben, le design, c'est très vaste. On peut faire du design dans l'espace, le service, dans les objets. Et en fait, oui, j'espère que ça donnera envie aux jeunes de suivre leur intuition. Même s'ils ne font pas de design, mais de suivre leur intuition. Ouais. Merci Jean-Marc. Merci.